Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être présents ce soir. Donc on va juste avant de commencer, je voudrais remercier le laptop qui nous accueille ce soir pour ce meet-up, Product Tank Paris, qu'on co-organise avec Anna ici présente, Pritesh aussi qui est là, et moi-même. Donc là je laisse la main à Pauline pour nous dire 2 mots sur le laptop et ensuite on enchaînera sur le talk. Merci à tous. Bonjour, bonjour. Est-ce que l'équipe veut venir avec sur scène, on stage? Alors, donc, bonjour à tous, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Je voulais savoir un petit peu qui vous étiez, qui sont les PM dans cette salle? Ok, combien? Tu devrais te mettre là. Qui sont les product designers dans cette salle? Ok, et qui sont autres? Alors vas-y, tu es quoi? Qu'est-ce que tu fais? Très bien, intéressant ça. Ouais, c'est parfait. Les autres? Non, tu peux pas dire. Pareil, vous vous connaissez? Parfait. Ah bah quand même, il faut des heads. Et qui est-ce qui a plusieurs métiers? Casquette. Casquette. Eh oui. Qu'est-ce que tu fais? D'accord, ok. Et ok, très bien. Bon, après on discutera. Donc on aura un moment de papotage avec la petite bière et des petites choses à grignoter. Donc le laptop. Alors ça fait 12 ans qu'on est là, donc on s'est rendu compte qu'on a un peu le même parcours. Et du coup, un peu comme toi, j'ai voulu amener le design dans les organisations, et donc l'UX notamment, qui n'existait pas vraiment il y a 12 ans. Et donc ça s'est fait déjà par un coworking, un espace de travail, et puis on a eu plusieurs, ça c'est le 4e lieu, il y en a à Marseille aussi. Et en fait l'idée c'est vraiment d'améliorer justement les organisations par le design, par les méthodes, par la collaboration. Et surtout en aidant les décideurs et les équipes à trouver la vision produit et s'aligner ensemble. Ça, c'est très, très important de donner l'alignement, vachement important. Donc, ça se passe à plein de niveaux. Et donc, aujourd'hui, on est plutôt reconnu pour donner des formations, mais on fait aussi de l'accompagnement, du mentorat et beaucoup d'événements. Et je ne sais pas si vous connaissiez par avance, mais... En tout cas, c'est actif, il y a plein de choses. Donc on fait plein des petites conférences le midi qui s'appellent Design Bento Box. Et après, voilà, des slash design, c'est des podcasts. Et après, d'autres conférences. Et on aime bien justement accueillir des partenaires pour faire converger des visions un peu différentes, ou en tout cas des cultures qui puissent se brasser davantage. Parce que c'est vrai que le design, aujourd'hui, c'est un peu perdu maintenant dans la sphère product, la sphère PM, et c'est un sujet, et donc on en parlera peut-être après, mais c'est un sujet en tout cas pour les professionnels et pour les RH, les managers, pour comprendre le métier et les métiers. Que les métiers comprennent nos métiers, voilà, tout simplement. Donc c'est l'éternel le serpent qui se mord la queue, donc c'est pour ça que c'est bien qu'on se parle de tout ça. Voilà, et donc nous avons Imed, ici présent, qui fait la vidéo, qui s'occupe de tout ce qui est vidéo, replay, donc tout ça, ça sera enregistré, vous pourrez le voir. Audrey, qui va arriver bientôt et qui s'occupe de la démarche de communication, marketing, etc. Et on a Romain qui fait les posts sur LinkedIn, c'est lui. Et puis Jordan et Pierre qui vous accueillent donc ici ce soir, et Jordan qui s'occupe de la communication et Pierre de toute la gestion du lieu. Donc voilà, donc on sera là pour vous accueillir, pour vous parler et pour répondre à toutes vos questions. En tout cas, bonne conférence et je suis ravie de vous voir en 3D. Merci. Merci beaucoup. Et notre invité ce soir, Stéphane Delbecq, passionné de product, coach, CPO aujourd'hui, mais je te laisserai te présenter
dans quelques instants. Et donc on va se parler des 5 points de blocage au product management en entreprise et comment y remédier. Donc peut-être que ça vous évoque déjà quelques petites situations, petites frictions, ou alors juste pour parler product, s'enrichir de connaissances. En tout cas, vous êtes au bon endroit. Et pour le programme, donc, on a prévu environ 1 heure de talk, questions-réponses inclus, questions-réponses à la fin plutôt. Et après, pouvoir se désaltérer, quelques bières, de quoi grignoter. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci à tous. Et je te laisse la parole, Stéphane. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai fait des slides en anglais, c'est parce que je me la pète. Non, en vrai, c'est parce que je pense toujours au produit, je pense toujours en anglais, et donc vous aurez ça, mais le talk sera en français. Déjà, merci déjà pour l'opportunité de parler ici. Le lieu est super, donc merci à Pauline et à l'équipe du laptop de nous recevoir. Merci aux organisateurs de Product Tank Paris. Et alors, en préparant le moment, je me suis rendu compte qu'il y a quasiment 10 ans, jour pour jour, je venais parler à Product Tank Paris, en rentrant de San Francisco. Et il y a 10 ans, le product en France, c'était pas grand-chose. Mais j'avais eu la chance de travailler dans le product management, justement là-bas aux États-Unis. Et donc vous dites, mais qui est ce gars avec une casquette qui a presque 50 ans? C'est vrai, parce qu'à 50 ans, on ne met plus les casquettes normalement. Comment? Alors, soit on n'assume pas ses cheveux qui partent, et c'est mon cas, d'une part, soit c'est parce qu'on veut travailler le branding et que Stéphane Delbecq, c'est SD, comme San Diego, et voilà. Donc les deux, c'est comme vous voulez. Mais vous choisissez la réponse qui vous va bien. Mais en vrai, j'ai quand même mis la casquette pour ça, parce que je fais une collection de casquettes. Bon, alors qui suis-je? Déjà, j'ai travaillé pour des boîtes américaines en France, des boîtes américaines qui étaient à l'époque très connues, America Online, AOL, et puis Yahoo. En l'occurrence, AOL à l'époque, c'était le plus gros opérateur d'Internet, d'accès à Internet au monde, à tel point que AOL avait même racheté Time Warner, pour ceux qui savent. Et Time Warner, c'était gigantesque. Il y a du CNN, il y a du Warner Bros. En gros, tout ce qui était Harry Potter, etc., c'était chez nous, AOL, fournisseur d'accès. C'était un méga deal. Je suis resté 4 ans, donc d'abord en gestion de projet, puis en gestion de produits, déjà. Et donc j'ai lancé quelques produits qui étaient très intéressants pour le marché français, en collaboration avec mes collègues américains. Ensuite, j'ai travaillé pour Yahoo, qui, pareil, était une très très belle marque à l'époque. J'ai eu la chance d'être en charge du produit mobile chez Yahoo France et d'être aussi en charge de la partie FIFA Coupe du Monde 2006, qui était en Allemagne, où à l'époque Yahoo était le fournisseur du web et du mobile. Donc moi qui suis très très fan de football, c'était le job de rêve. Mais au bout d'un moment, je me suis dit c'est super de travailler pour des boîtes américaines en France, mais il y avait un petit côté frustrant quand même. Le petit côté frustrant, c'est que finalement la France, vu les États-Unis, c'est un petit pays. Et donc vous avez beau travailler au maximum de ce que vous pouvez faire, à un moment, il y a des gens aux US qui décident pour vous. Donc j'ai décidé de partir aux États-Unis. Et pour la petite histoire, en fait, j'ai essayé de me faire muter chez Yahoo aux US, et mon boss à Londres m'a dit si tu veux partir, démissionne. J'ai démissionné. Et donc au lieu de me faire transférer chez Yahoo à Sunnyvale, je suis parti à San Francisco, pardon. Là, j'avais dit que je voulais me la péter un petit peu, donc c'est le moment. Et blague à part, l'idée, c'était quand même de tout vendre à Paris et d'arriver sur place en disant, de toute façon, il n'y a pas de plan B. Le plan B est dans mes 2 valises, et donc je vais vivre dans mes valises. Et donc, sur un visa touriste de 3 mois, finalement, nous sommes restés 7 ans. Et d'abord chez Sixapart. Alors, Sixapart, si vous connaissez WordPress, donc la boîte qui aujourd'hui est la plus grande société en termes d'édition sur des outils de blogging, Sixapart à l'époque c'était le leader. Donc vous allez vous dire quand même, le gars il travaille chez AOL, ça a planté, chez Yahoo ça a planté, chez Sixapart ça a planté. Je pense qu'il n'y a pas de rapport, d'accord? Je voulais juste évacuer la question tout de suite, il n'y a pas de rapport. Mais il se trouve quand même que Sixapart était le leader du blog dans le monde entier, avec des plateformes comme Movable Type et Typepad. Et donc, ayant été en charge du mobile, de produits mobiles en France, j'arrive en mai 2007 à San Francisco chez Sixapart, et en juin 2007, il y a l'iPhone qui sort. Donc là, c'est quand même le coup de bol. C'est le bon endroit, le bon moment, et ça fait 7 ans que je fais du mobile, en gros. Donc là, forcément, coup de chance. Je vois un peu les opportunités qui arrivent. J'ai déjà fait des applications mobiles sur d'autres plateformes, et donc, je vous raconterai l'histoire si ça vous intéresse un autre jour, mais en gros,
le fait d'arme le plus intéressant chez Sixapart, c'est d'avoir pu sortir une des 10 premières applications iOS au monde. On était au bon endroit au bon moment, ça tombait bien. Un petit stunt chez Sysmic. Entre-temps, j'ai quand même monté une boîte dans le foot, forcément. Donc c'était la plus grosse base de données mondiale sur le football en 2009. Donc 2009, c'est quand même l'année des subprimes. Donc c'est l'année où c'est le plus dur pour lever des fonds sur un sujet, le football, qui n'intéresse personne aux États-Unis et dont le marché se trouve partout, sauf aux US. Donc une super idée, dans l'absolu, mais pas le bon endroit, pas le bon moment et pas les bonnes personnes. Donc du point de vue humain, c'est super intéressant. Du point de vue professionnel, j'ai fait toutes les erreurs possibles. Je les ai faites là, à ce moment-là. Et donc j'en ai tiré plein de leçons. Et enfin, j'ai essayé de vendre ma boîte à ESPN, donc le leader mondial, c'est le groupe Disney. Ça n'a pas marché, mais ils m'ont embauché. Donc c'était plutôt très cool. Et après quelques années, depuis 2013, en fait, je suis revenu en France. Entre-temps, 2 filles qui sont nées aux États-Unis, qui sont franco-américaines. Revenu en France, chez AXA. Alors vous allez dire, oh là là, le gars, il passe de la Silicon Valley, des boîtes un peu sympas, il va chez un assureur. Oui, mais il se trouve qu'à l'époque, le CMO d'AXA, c'était quelqu'un que j'avais rencontré à San Francisco, qui avait monté l'atelier BNP Paribas SF. Et donc, il avait cet état d'esprit de, on va tester des choses, on va échouer, on va apprendre, on va innover. Donc pour moi, c'était génial de pouvoir intégrer AXA. 3 ans et demi, Aptuseas dans la santé, puis Eldo. Mais surtout, depuis 5 ans maintenant, je suis à mon compte. Donc j'interviens soit en tant que CPO freelance et depuis plus récemment, en fait, comme coach et comme mentor. Et j'ai même pris un tournant assez radical depuis septembre de l'année dernière, où c'est beaucoup plus de la formation, de l'accompagnement. J'essaie de ne plus être fractional CPO, parce que c'est trop de temps. Ça me prend trop de temps. Voilà, donc ça c'est pour savoir qui est le gars avec la casquette de presque 50 ans qui vous parle. Presque, pas encore. Donc le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour se confronter aux 5 problématiques majeures du product management en entreprise. On les a tous et toutes rencontrés, donc on va les lister, et puis surtout on va essayer de voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place pour prévenir ça. Le premier sujet, c'est forcément le plus difficile à gérer, c'est que la gouvernance corporate est inadaptée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, ça veut dire que dans les boîtes, en général, et ça c'est vraiment sur la base de mon expérience, je pourrais vous donner des anecdotes, et peut-être, d'ailleurs je vais même en donner une, il y a toujours une dichotomie, un décalage entre la vision de la boîte et la vision produit. Quand on est une jeune start-up, généralement, ce n'est pas le cas, puisque la vision de la boîte, c'est un produit qu'on vend. Il n'y a pas de décalage. Dans les très très grosses boîtes, c'est forcément le cas. J'ai même fait une mission l'année dernière, dans une boîte, 200 personnes, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, et pas de vision corporate. Et ils m'embauchent pour être fractional CPO et ils me disent « Bon, on a un problème de delivery. On va y arriver. » Le problème, évidemment, quand on commence à tirer la ficelle, ce n'est pas du tout un problème de delivery. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de vision produit parce qu'il n'y a pas de vision corporate. Et donc, il a fallu que je remonte tout le sujet et que je leur explique qu'il fallait qu'on puisse avoir une vision corporate pour construire la vision produit. Ils ne voulaient pas le faire. Donc, on est reparti de la base, on est reparti des initiatives qui nous demandaient de livrer. Et donc, on a essayé de les regrouper, ces initiatives, en éléments logiques, qui étaient donc du coup stratégiques, qui nous permettaient de construire une vision produit et que je suis allé présenter. Et forcément, sur cette base-là, ils ont dit « Ah non, c'est pas ça. » Ok. Eh ben, dis-moi ce que c'est alors. Donc, le sujet de la vision corporate et la vision produit qui sont décorrélés, il est ultra fréquent. Deuxième problématique, c'est « Ok, c'est super l'équipe produit, mais où est-ce qu'on la met, cette équipe-là ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que finalement, cette machine-là, produit, y compris en France, c'est quand même assez récent. Est-ce que c'est au marketing ? Est-ce que c'est dans l'équipe digitale ? Est-ce que c'est à l'IT ? Je l'ai vu ça. Est-ce que je l'ai vu ? Et on m'avait même en 2021 proposé un poste de CPO, alors que j'étais consultant, qui est rapporté au CTO. J'ai dit non. Il y a un problème de conception, même de compréhension de ce que c'est que le produit. Ou à l'innovation. Et dans plein de boîtes, c'est le sujet aussi, c'est qu'on met le product à l'innovation. Donc quand vous vous dites, on ne sait pas trop quoi faire d'une fonction,
ça montre bien qu'il y a un sujet de compréhension de ce que ça doit être véritablement. Donc il y a un sujet de gouvernance. Autre élément, c'est que quand vous regardez les COMEX des boîtes du CAC 40, il n'y a pas un seul CPO. Il y a des CFO, bien sûr, il y a des CMO, il y avait des Chief Digital Officer, il y a un peu de Chief Data Officer de plus en plus, il n'y a pas de Chief Product Officer. Donc je pense que ça doit aussi nous apprendre l'humilité. C'est-à-dire que notre métier n'est pas compris, n'est pas reconnu, et comme on ne sait pas trop quoi en faire, en fait, ça n'existe pas. Okay. Troisième point sur la partie gouvernance corporate, c'est qu'il peut y avoir la tentation d'un pilotage financier. Et forcément, une équipe produit, une équipe tech, ce sont des coûts. Et on ne sait pas forcément comment mettre des revenus en face. Le marketing, on sait. Les sales, on sait. Je vois sur le marketing, on sait. En tout cas, ça sait générer des leads. Et les leads, on sait les convertir. Donc on peut avoir un ROI. Une équipe produit, c'est vraiment pas aussi simple. Donc s'il y a un CFO dans la boîte qui a l'oreille de la direction, ou une CFO, pardon, qui a l'oreille de la direction, naturellement, il va y avoir la tentation de vouloir dire ça c'est combien me coûte cette personne et combien elle me rapporte. Et donc ce pilotage par le projet, parce que c'est souvent ça que ça induit, va générer une compréhension un peu compliquée de la fonction produit. Du coup, comment on fait? Quelques pistes. Déjà, essayer d'aligner au maximum les managers au niveau corporate, au niveau exécutif. Donc ça passe, quand on est consultant, c'est plutôt facile puisqu'on est payé pour ça. Les gens nous attendent, et d'ailleurs, forcément, quand j'étais de l'autre côté, que je voyais des consultants arriver, je faisais en fait, ils vont dire la même chose que ce que je dis moi, mais ça va passer. Ouais, et maintenant je suis de l'autre côté de la barrière. Et malheureusement ou heureusement, quand on fait venir un consultant ou une consultante, on le paie pour avoir une réponse. Et donc on va écouter le consultant ou la consultante. Donc l'alignement est plus facile de mon point de vue aujourd'hui, en étant externe. Néanmoins, c'est quand même nécessaire. Et une façon, et là on pourrait en parler avec ton associé, une façon d'aligner justement, c'est de mettre en place des OKR. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué de mettre en place des OKR, de bien le faire. Il n'empêche que quand c'est bien fait, quand on est patient, ça fonctionne. Là, j'ai commencé une mission la semaine dernière. Ils m'ont montré leurs OKR. Et ça fait 2 trimestres qu'ils mettent en place les OKR. Déjà, ils ont travaillé ensemble pour les faire, c'est bien. Mais ce ne sont que des projets. C'est bien. Je leur ai expliqué qu'il y avait une différence entre les outputs et les outcomes. Ils ont écouté. Le prochain trimestre, on travaillera sur des outcomes. Mais déjà, il y a un alignement. Et puis, troisième possibilité, c'est exactement celle que je décrivais tout à l'heure, c'est s'il y a un désalignement entre la vision produit et la vision corporate, c'est de démarrer du bas. De construire en fait une stratégie sur la base des initiatives. Ça fonctionne. Donc déjà là, ce module-là, on voit bien qu'il est quand même... c'est dur. Deuxième, des compétences non disponibles. Ce qui s'est passé, on en parlait tout à l'heure un peu avec Pauline, c'est que le product management, c'est quand même une discipline assez récente. Et on a vu émerger la demande qu'il y a quelques années finalement. Je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de CPO qui est assis au bord des boîtes du CAC 40. Ça n'existe pas. Et s'il n'y a pas la fonction produit qui est intégrée dans ces boards, finalement, même il n'y a pas un représentant de la fonction. Et donc il n'y a personne qui est là pour être l'avocat de comment faire pour bien travailler ensemble. Donc il n'y a pas cette compétence-là. Si on descend, parce que le produit c'est une discipline un peu nouvelle, en fait, comment on fait pour aller former des products? Où est-ce qu'on les trouve? Est-ce que vous connaissez des formations qualifiantes dans les écoles, dans les universités, qui aujourd'hui font office de tampon de certification? Très peu, voire pas. On sait former des marketeurs, on sait former des développeurs, on sait former des commerciaux, on ne sait pas bien former des product managers en fait. Donc comme c'est une discipline nouvelle, en fait on a plutôt eu tendance à aller chercher des personnes qui avaient le mindset qui va bien,
il y avait les soft skills qui vont bien, il y a beaucoup d'anglicismes, hein, mais normalement ça va ça, pour aller justement construire une fonction produit. Mais du coup, on n'a pas des clones en fait, on n'a pas une armée de clones. Ce qui est bien et pas bien d'ailleurs. Et donc, comme c'est une discipline nouvelle, on a vu l'émergence de talents externalisés. Alors moi, je suis l'incarnation de ça, je suis le niveau ultime de l'incarnation du talent externalisé. Ça fait un peu prétentieux de dire ça. Mais en tout cas, ça fait 5 ans que je fais ça. Mais en 2014, quand je suis arrivé, quand j'ai fait mon premier projet en mode produit chez AXA, typiquement, c'était hyper dur de trouver des product owners, même ne serait-ce que des product owners. Je ne parle même pas de product manager, ne serait-ce que des product owners. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Comme tout le monde, on est allé frapper à la porte des ESN pour dire quels sont les gens avec les têtes bien faites que vous avez. En 2014, il n'y en avait pas beaucoup qui faisaient du product, il n'y en avait qu'un. Donc, Tiga a commencé chez AXA. Et on a commencé, nous, le product avec Tiga, en 2014. Donc c'est très bien, on a pu monter ensemble. Et après, on a vu, il y a énormément de structures, anciennement SS2I, nouvellement ESN, c'est un peu la même chose, qui se sont dit, tiens, là, il y a un besoin sur le marché, donc on va fournir des product managers, enfin des product owners et des product managers. Donc là, le sujet, là, c'est que comme on n'a pas de compétences en interne et qu'on va s'appuyer à chaque fois sur des compétences externes, comment on fait pour développer cette compétence? Comment on fait pour capitaliser? Ça ne répond pas aux problèmes à moyen terme ou à long terme, ça ne répond qu'aux problèmes à court terme. Donc, et ça je le vois le premier point, la vraie tendance, et notamment chez les corporates, c'est l'internalisation des compétences clés. J'en ai parlé dans un post récemment, donc je peux le dire. Chez Accor, typiquement, l'équipe produit globale, groupe, c'est 74 personnes. C'est beaucoup. Hein. La moitié sont des externes. C'est beaucoup. Eh bien, une de leurs priorités, leurs 5 piliers prioritaires, là, en 2024, c'est internaliser les compétences. Ils ne veulent plus de rotation, ils ne veulent plus prendre le risque que les gens partent en nouvelle mission, ils ne veulent plus, etc., etc. Et ça, je le vois, et d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu sur les études de TPC qui sont sorties, etc. Bref, toutes les études montrent que le sujet des corporates en product, c'est exactement celui-ci, c'est internaliser les compétences clés. Quand on pense à toutes les personnes qui, il y a 1 an, 2 ans, se sont dites « maintenant, je vais être freelance », ça fait un peu réfléchir. Deuxième possibilité, c'est prendre les employés existants et leur ajouter des compétences additionnelles. L'avantage de cette pratique-là, c'est qu'ils connaissent déjà le métier, ils connaissent déjà la boîte, ils connaissent l'industrie, ils connaissent les gens. Donc si vous rajoutez, et ils ont sans doute les soft skills qui vont bien, donc si vous rajoutez des connaissances et que vous les formez, finalement vous dépensez beaucoup moins que d'essayer d'aller recruter des personnes. Donc le reskilling, c'est un vrai sujet sur lequel les corporates se manifestent aussi beaucoup en ce moment. Et puis troisième possibilité, c'est le coaching individuel, évidemment, et pas qu'en bas, à tous les niveaux, pour expliquer, pour former. J'ai eu en coaching l'année dernière une personne qui était CMO et qui s'était retrouvée à gérer le product. Bon, là, c'était compliqué pour elle. Il se trouve que la personne a quitté la boîte et que la partie product a été reprise par le CTO qui n'y connaît absolument rien. Donc je le coach aussi. L'intérêt, c'est que quand même, ces personnes-là comprennent qu'elles n'ont pas ces compétences. Donc on a la possibilité, avec du coaching individuel, de compenser un peu. Les compétences ne sont pas disponibles. Alors heureusement, il y a eu quand même beaucoup de formations, enfin de personnes formées. Il y a des initiatives comme Lyon, comme, je ne sais plus, comme par hasard, il y a bref, peu importe, comme Noé, etc., mais qui forment à chaque fois des batchs de 30, 40 personnes maximum. Donc c'est pas assez en fait. Bon, celui-ci, c'est le plus grave. Hein. C'est celui dont on souffre tous. C'est ce passage extrêmement compliqué d'un état d'esprit projet à un état d'esprit produit. Bon, alors là, à main levée, qui a déjà été confronté à ce problème? Ouais, un bon 90% quand même. Hein. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose, si ce n'est qu'on va l'écrire en fait. On va juste revoir ce que vous connaissez, ce dont vous avez souffert ou souffrez peut-être déjà. Ce qu'on nous demande souvent,
et c'est pas mal lié à ce que je disais avant sur on ne sait pas comment placer le product, on ne sait pas ce que c'est une discipline nouvelle, c'est livrer de la fonctionnalité. Voilà, il faut se le dire en fait. On attend d'une équipe qu'elle livre de la fonctionnalité. Et quand j'ai commencé, en fait, j'ai commencé chef de projet, puis chef de produit. Et en fait, le chef de produit, c'était celui ou celle qui connaissait le marché. Puis le chef de projet, c'était celui ou celle qui délivrait. C'était ça, en fait, grosso modo. Et donc, en tant que chef de projet, on devait livrer les fonctionnalités qui étaient non plus, même pas conçues par nous, mais par le product manager, enfin le chef de produit d'ailleurs, on ne parlait pas de product manager, mais par le chef de produit. Puis on devait juste exécuter en respectant un budget, un timing et à ressources contraintes. Bon. Ça existe toujours. Hein. Dans plein de boîtes, en fait, l'idée de livre de la fonctionnalité, ça existe. La mission que j'ai commencée la semaine dernière, c'est exactement ça. Je vous l'ai dit, les OKR, c'est faut livrer telle fonctionnalité pour tel trimestre. Bon. Et malheureusement, c'est omniprésent. Et c'est souvent lié à ça aussi. C'est qu'en fait, on n'a pas la possibilité d'itérer. On passe d'un projet, on passe d'une fonctionnalité au prochain projet, à la prochaine fonctionnalité. Et on n'itère pas, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a promis sur une roadmap de livrer à peu près à telle date et qu'on est plus ou moins en retard. Donc il faut vite se dépêcher de passer au projet suivant ou à la fonctionnalité suivante. Et donc, on n'itère pas. Voilà. On a livré, on est content. Généralement, sur nos objectifs, on peut dire check, et donc ça passe. Enfin, nous, en tant que product, on n'est pas content. Mais la structure, la boîte est contente parce que l'objectif a été atteint. Et ça, c'est quand même assez frustrant. Et, petite parenthèse, je pense que c'est aussi ça qui a fait le succès de Discovery Discipline quand c'est sorti. C'est-à-dire qu'on était tellement de product à être focalisé sur la livraison de fonctionnalités qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a levé la main et qui a dit non, notre métier, c'est aussi de la discovery. Et que là, on est tous allés derrière eux, tous derrière Rémi et Tristan, là, pour dire ouais, ils ont raison, on veut faire aussi de la discovery, on veut parler aux clients, on veut pouvoir faire des itérations, on veut apporter de la valeur, etc. Et du coup, le balancier, il a complètement basculé. On en reparlera de ça tout à l'heure. Et généralement, il est là le problème, en fait. Généralement, et je l'ai vu dans des boîtes, des corporates, des grosses boîtes, et même des plus petites boîtes. Une boîte pharma dans laquelle j'ai travaillé, qui était tout à l'heure sur le slide, A+ Health, en fait, on n'avait pas la possibilité de parler à nos clients, légalement, parce que nos clients, ce sont des médecins. On n'avait pas le droit de parler à des médecins. On n'avait pas le droit de les influencer. Donc là, quand vous devez faire de la conception de produits, tout en sachant que vous ne pouvez pas parler à votre client, à votre utilisateur final, c'est chaud. C'est chaud. Même avec Accor, récemment, en fait, le sujet, il était là. Et donc, on a réfléchi en session pour voir quels étaient les proxys qu'on pouvait trouver pour avoir des retours intéressants, même si ce n'était pas en direct, pour pouvoir parler avec des clients des hôtels, avec des clients d'hospitality. Donc ça arrive hyper fréquemment. Il faut se battre pour pouvoir leur parler. Alors, je prêche des convaincus, hein, mais c'est constamment le cas. Puis je te vois opiner du chef. Encore plus pour nous, en fait. Et alors, souvent, ça va avec. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas la data. Voilà. Et en même temps, c'est logique, si vous regardez le premier slide de ce module, à partir du moment où votre ambition, c'est de livrer le projet, de livrer la fonctionnalité, peu importe comment ça fonctionne, en fait. Peu importe s'il y a de l'activation, s'il y a de la rétention, on s'en fiche. On a atteint notre objectif qui était de livrer. Donc pourquoi s'embêter à aller instrumenter, mettre de la data, mettre un analytics derrière et prendre des décisions quand, après tout, l'itération n'est pas importante et l'augmentation de la valeur délivrée ne compte pas. C'est logique, d'accord ? Sauf que nous, dans notre approche, justement, on a besoin de ça. On a besoin de cette data. On ne peut pas prendre des décisions non informées par du concret sur du concret. Vous seriez étonné de savoir à quel point des boîtes petites ou grandes, peut-être même est-ce le cas dans vos boîtes respectives, se disent non, soit on a data mais n'exploite pas, soit ne voit pas l'intérêt de la data, soit au contraire bascule complètement et on utilise plein, et du coup aucune. Ces trois cas-là, je les ai vécus. Je peux même vous dire dans une boîte où je suis intervenu comme Head of Product de façon temporaire, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils faisaient du pilotage à la conviction. Pourquoi pas ?
Et là, ils ont commencé à lire des trucs, quand je leur ai dit non, quand même, il faut quand même qu'on ait de la data. Et là, ils sont allés complètement de l'autre côté. Ils ont recruté un data scientist, un data engineer, un data analyst, et ils ont demandé à tout le monde de faire des dashboards, et personne ne regardait les dashboards. Donc là, c'est quand même un peu compliqué. Donc la petite astuce, c'est que ce qu'on a mis en place, c'était simplement un email qui faisait une extraction d'un dashboard et qui l'envoyait à tout le monde le lundi matin. Comme ça, on était sûr qu'à minima, ils avaient reçu l'email, qu'ils avaient regardé. Et petite astuce aussi que je vous donne, on peut dévoyer des rituels, des cérémonies agiles. Il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé de faire by the book. Et pire que ça, c'est-à-dire que le daily stand-up, dans mes équipes, généralement, il sert à ce qu'on sait, plus on regarde et on commente un KPI, on regarde et on commente un retour utilisateur. Quand vous avez une personne dans l'équipe, tous les matins, qui vous donne un retour user et un KPI, je peux vous dire que la data, elle commence à parler, en fait. Et elle parle à tout le monde, à l'ensemble de l'équipe. Donc, petite astuce, ça peut être bien, surtout pour le head of product qui est là-bas, ça peut être bien d'utiliser ce moment pour dire, en fait, pour montrer à quoi ça sert notre travail. Et après, on peut pousser l'importance de la data. Et alors, ce sujet. PM versus PO. J'ai fait une vidéo sur le sujet, que vous avez peut-être vue, qui est devenue virale. Et dans cette vidéo, la première phrase, c'est « Il faut tuer le métier de PO ». C'est peut-être pour ça que c'est devenu viral. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la tête de plein de boîtes, de plein de personnes dans les boîtes, c'est la même chose. Dans la tête de encore plus de personnes, ce sont deux métiers différents. Pourquoi? Parce que si on revient justement à l'essence même de la séparation entre chef de produit et chef de projet initial, on peut dire on a un product manager et on a un product owner. Le chef de produit de l'époque, celui qui réfléchissait, qui connaissait le marché, qui prenait des décisions, qui parlait aux stakeholders, c'est le product manager. Et celui ou celle qui est en charge du delivery, c'est le product owner. Cette séparation-là, elle est terrible. Pourtant, elle est omniprésente. On a dévoyé le sens de la fonction du rôle product owner de Scrum pour en faire un métier qui est un chef de projet 2.0 réhabillé. C'est ma conviction forte. On en a parlé à un événement. En fait, même le sujet, c'était le product management est-il l'avenir de l'agilité? Bon, c'est un autre sujet, on pourra en parler plus tard si vous voulez. Mais je suis persuadé que la raison pour laquelle il y a ce gros débat entre PM et PO aujourd'hui, c'est du fait qu'on a besoin de quelqu'un qui pense et quelqu'un qui fait. On n'imagine pas que quelqu'un puisse penser et faire. C'est présent dans la tête de beaucoup de personnes, notamment les décideurs. Donc quand je dis il faut tuer le métier de PO, chaque mot est choisi. PO n'est pas un métier. C'est un rôle dans un environnement Scrum. Point. On ne doit plus recruter de product owners. On doit recruter des product managers qui vont utiliser du Scrum, du Kanban, du whatever, et qui vont être en charge de la discovery, delivery de A à Z. Et si le produit est trop compliqué, on sépare et on a des product managers. Arrêtons de recruter des product owners. Voilà, c'est pareil, c'est une incompréhension sur le sujet. Bon, comment on fait? Autant que possible, on essaie de faire de la recherche utilisateur pour bien comprendre les besoins, autant que possible. Donc on peut s'appuyer sur des structures externes, on peut trouver des proxys, mais sans la compréhension des besoins user, c'est quand même compliqué. Ensuite, évidemment, là j'enfonce vraiment, alors là c'est le cœur de notre métier, donc j'enfonce vraiment des portes ouvertes. Récupérer ses besoins, et d'ailleurs récemment j'ai compris un truc que je n'avais pas compris, il m'aura fallu 20 ans de product pour comprendre un truc, c'est qu'on parle toujours des douleurs, des pain points. C'est super les douleurs, les pain points. Et c'est ça qu'on veut traiter. Mais en réalité, ce qui compte, c'est le passage à l'acte. Et le bon exemple, c'est vous pouvez avoir mal au dos pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis un jour, vous voulez soulever votre enfant, et là, ça vous fait très très mal. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, votre douleur que vous n'avez pas traitée pendant des années, elle vous empêche de faire quelque chose. Et donc, c'est ça qui, mentalement, vous fait déclencher le passage à l'acte. Il faut que j'aille voir un chiropracteur, que je me fasse opérer, peu importe. Donc, en fait, quand on parle des besoins, il y a les douleurs, mais il y a aussi les déclencheurs. Ça, j'ai compris il n'y a vraiment pas longtemps. Donc, je vous donne ça.
bien sûr, une fois qu'on récupère tout ça, qu'on collecte, qu'on met dans un seul endroit, on traite les insights et les feedbacks. Juste avant de venir, je travaillais sur une présentation que je vais donner demain à un petit groupe, justement sur les feedbacks, sur les bons et les mauvais feedbacks, etc., sur comment on les traite, avec quelques tips aussi pour aller chercher le bon insight. Donc c'est un vrai sujet en soi, et puis il y a des gens qui font de la user research, qui connaissent ça beaucoup mieux que moi. Bien sûr, le point 2 serait inintéressant si on n'avait pas le point 3, donc la data. Je ne vais pas donner le nom, mais une grosse boîte du CAC 40 en formation a annoncé, enfin quand je les ai un peu challengés sur la data, qu'en fait ils avaient lancé leur nouvelle homepage qui génère des milliards d'euros sans data. Et ça les gênait un peu. Mais ils étaient en retard par rapport à la date qui avait été fixée par le COMEX, et donc ils avaient décidé de ne pas instrumenter. Bah forcément, derrière, c'est compliqué, quoi. Donc est-ce que ça vaut la peine de lancer quelque chose, de respecter absolument une date qui a été imposée, et de ne pas avoir de data? Et du coup, on ne sait pas quoi améliorer, on ne sait pas si ça fonctionne? Je ne pense pas. Et le quatrième point, alors là, on pourrait passer des heures, c'est un process pour ce qui concerne la priorisation. Et il y a l'outil, il y a les gens, il y a le process associé. Et ça, pour moi, c'est quasiment la partie la plus transformative en termes d'introduction du product management au niveau d'une boîte. C'est-à-dire que si vous arrivez à aligner l'essentiel de la boîte sur comment on fait pour prioriser, il y a beaucoup d'éléments qui se déclenchent, qui se débloquent par rapport à ce qu'on a dit précédemment. D'ailleurs, je le dis dans une de mes formations, c'est un catalyseur de product management, en fait, la priorisation. Donc, à ne pas négliger. Quatrième, ça a piqué. Quatrième point, c'est de considérer, et ça je pense que c'est lié justement à un manque de maturité sur nos sujets, c'est de considérer que les méthodes et les frameworks sont les solutions. La prochaine slide va vous expliquer ce que ça veut dire. Voilà. Donc je ne suis pas en train de dire qu'Agile c'est nul. Bien au contraire. Dans une transformation de boîte, mettre en place de l'agilité, c'est très important. Sauf que, et il y a peut-être des coachs agiles, je sais qu'il y en a au moins un ici, sauf que, pour certaines boîtes, en fait, c'était une fin en soi de se transformer. Et notamment, on l'a vu en 2013-2014, je l'ai beaucoup vu à cette période-là, c'est là où il y a eu beaucoup de coachs agiles qui sont arrivés dans les structures, mandatés par les Chief Digital Officers, par les Chief Transformation Officers, par les Chief Innovation Officers, pour aller changer la façon dont on travaillait. On est d'accord que l'agilité, ce n'est pas un framework de delivery, en fait. Ça ne doit pas être ça. C'est avant tout un mindset. C'est avant tout une façon de travailler ensemble. C'est une organisation dont le bénéfice est d'accélérer, dont l'un des bénéfices est d'accélérer le delivery. Sauf que ça a été considéré comme une solution pour permettre de délivrer mieux, plus vite, etc. Donc pareil, erreur, grosse erreur. Et d'ailleurs, on le voit bien en 2024 aujourd'hui, c'est plus difficile en fait de faire passer de l'agilité parce que en fait, on a été déçus. Globalement, on a été déçus. On a oublié que c'était de la collaboration, que c'était l'autonomie, que c'était tout ça, et que Scrum, finalement, c'était une façon d'apporter de la valeur. Mais c'était un framework, ça ne peut pas être la solution. Allez, on continue. Celui-là, il fait grincer des dents. Et alors souvent, dans les boîtes qui ont été déçues de Scrum, on s'est dit « Ah bah oui, mais nous, en fait, on va faire de l'agilité à l'échelle. » Et donc c'est reparti. On fait appel à des ESN qui ont des compétences externes et évidemment coûteuses. C'est normal, c'est de la compétence. Pour former massivement et pour gérer. Et puis là, on est vraiment sur du pur delivery. Alors là, pour le coup, la collaboration, l'autonomie, l'empowerment des équipes, on s'en fiche, hein, c'est plus important. Mais ça, c'est pareil, c'est en termes de maturité des équipes, il pouvait y avoir du coup un dirigeant dans une structure qui disait « Nous, maintenant, on est safe. Check. Bonus, objectif atteint, tac, tac, c'est bon. Je peux passer à... Voilà. » Pareil. Maintenant, vous lisez aujourd'hui les retours
sur l'implémentation de Safe sont plutôt mitigés. Ça a créé pas mal de lourdeur. J'ai vu une boîte qui utilisait un mélange de Scrum et de Safe. Rien que le PI planning, c'était un enfer. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, il y avait beaucoup de temps qui était utilisé pour faire avancer la machine. Et du coup, ce temps qui est utilisé pour faire avancer la machine, ce n'est pas du temps de production. En plus, il y a de la déperdition là-dessus. C'est un exemple. On continue. Pour moi, c'est la version ultime. Vous avez sans doute vu arriver ShapeUp il n'y a pas très longtemps. Je dirais à peu près au moment de LPC l'année dernière, voire complètement au moment de LPC l'année dernière, voire spécifiquement le jour de LPC l'année dernière, avec la personne qui a inventé ShapeUp. Et là, j'ai même vu un de mes clients qui, comme par hasard, avait adoré Safe, qui là est arrivé en disant « mais c'est génial !» Il est revenu vers moi. Il me dit « c'est génial ShapeUp, en fait, maintenant je peux avoir des deadlines respectés. » Voilà. Donc pareil, incompréhension totale. On croit que parce que ça marche dans une structure, avec un cadre, avec une culture, avec une géographie différente, on pense que ça va marcher partout. Et donc aujourd'hui, vous voyez commencer à voir fleurir des consultants ShapeUp qui vont vous expliquer comment travailler mieux et mieux délivrer. C'est la même chose en fait. On est dans la suite il y a un framework, donc on considère que c'est la solution à nos problèmes. À aucun moment on se remet en question, on peut considérer que le problème n'est pas lié au framework. Et le dernier, c'est un petit peu pour piquer, c'est que le RISE d'Intercom, en fait, il est super. En termes de priorisation, c'est un framework qui marche bien. Sauf que vous pouvez avoir l'impression parfois que si vous n'utilisez pas RISE, vous ne faites pas bien de la priorisation. En tout cas, moi, je l'ai entendu. Et surtout, c'est assez compliqué à expliquer au départ, quand vous expliquez ça à vos stakeholders. Mais par contre, les stakeholders qui ont lu que RISE, ça marche bien, ils veulent que vous fassiez du RISE. Ce qui est vrai avec les autres mentions que j'ai faites avant. Et en vrai, vous le savez, si vous avez pratiqué un peu le product, c'est ce qui est le cas, on a vu, merci d'ailleurs pour le sondage à main levée, ça permet de voir un peu quelle est la répartition, que ce qui compte dans un framework de priorisation, c'est pas tant le framework lui-même, c'est comment il s'applique à votre boîte, comment il s'applique à la culture, à l'organisation, etc. Typiquement, RISE, dans la boîte de pharma dont je parlais tout à l'heure, j'ai essayé de l'appliquer, c'était en 2019, je trouvais ça cool, j'ai essayé de l'appliquer tel quel, et en fait je l'ai présenté au management. Et le management m'a dit « Steph, il manque quand même deux trucs. Il manque la dimension stratégique et la dimension revenu. » Je dis « Oui, c'est vrai, il n'y a pas, c'est certain. » Quand on appliquait RISE aux initiatives qu'on avait, il y avait des trucs qui remontaient qui n'étaient pas du tout stratégiques. Donc je dis « Ok, pas de problème. » Donc j'ai rajouté stratégie et revenu à RISE. Donc j'ai transformé RISE en service. Donc Strategy, Reach, Revenue, Impact, Confidence, Effort. Est-ce que j'avais le droit? Bah oui. Et après, il a fallu l'expliquer à l'ensemble de la structure, à l'ensemble de la boîte. Tout le monde s'est dit, OK, les éléments qui sont spécifiques à notre boîte sont inclus, donc nous sommes d'accord avec le process de priorisation. Enfin, en tout cas, avec le framework de priorisation. Tout ça pour dire que si on avait suivi by the book RISE, dans cette boîte, ça ne marchait pas. Nous avons le droit de transformer les choses. Ce qui est vrai aussi pour l'agilité, en tout cas ce qui est vrai pour Safe, ce qui est vrai pour ShapeUp. En tout cas, on a le droit de prendre des frameworks et de considérer qu'ils sont là pour nous aider. Ce sont des outils, pas des solutions. Dernier point, les livres à la mode. Le problème, quand on n'a pas beaucoup de maturité sur un sujet, c'est qu'en fait, on va croire ce qu'on lit dans les livres. C'est vrai pour tous les sujets. Tous les sujets. Et il suffit qu'on soit un peu connu, je ne critique pas, hein. Il suffit qu'on soit un peu connu pour que ce qu'on dise soit vrai. Et donc, je l'ai vécu pour notamment Empower de Marty Kagan, dans une boîte, il y avait un CTPO qui n'avait jamais fait de produit, et qui a demandé à l'équipe produit de lire Empower de Marty Kagan, en disant « c'est le livre que j'ai lu, vous devez le lire aussi, et on va faire comme c'est dans le livre ». Autant vous dire qu'ils l'ont lu,
que leur niveau de compréhension, n'étant pas forcément guidé par quelqu'un qui pouvait plus mettre en place les choses, était assez limité, et que surtout, ils ont complètement rejeté le truc en disant « Non, mais ça, c'est un Américain qui nous raconte sa sauce, ça ne marchera pas pour nous, etc. Comment on fait pour adapter ?» Et donc, ils ont dit « Nous, Empowered, enfin, les équipes autonomes, ça ne marche pas, ça ne marchera pas, etc. » Et donc, ils ont dit « Marty Kagan, on s'en fout. » Tout à l'heure, je parlais de Discovery Discipline. Ce livre est arrivé parfaitement au bon moment, très clairement. Sur le marché français, il y avait besoin d'arrêter de penser que le product management n'était là que pour faire du delivery. Et on avait tous besoin de ça. Tous. Moi aussi. Sauf que le balancier a été hyper radical et qu'une grosse partie de la communauté produit a dit « Non, mais moi, je veux faire du discovery maintenant. Je ne vais pas faire que du delivery, je vais faire du discovery. Mon vrai métier, c'est ça. Si je ne fais pas du discovery, c'est que je fais du projet, ça ne m'intéresse pas, etc., etc. » Vous l'avez vu, vous l'avez lu, etc. Et à tel point que Rémi et Tristan, mais surtout Rémi, ont été obligés récemment, à la fin de l'année dernière, de dire « Oui, mais attendez, le product management, il y a 2 jambes. Il y a discovery et delivery. On ne peut pas faire que l'un ou que l'autre. Ça ne marche pas. » Et maintenant, quand ils font leur formation, et notamment Rémi, ils mettent vraiment l'emphase dessus. C'est pour vous aider à vous améliorer sur une phase sur laquelle vous n'êtes pas bonne aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'il est remonté au niveau corporate pour expliquer ce que c'était véritablement qu'une discovery. Et pour débloquer les éléments dont on a parlé précédemment. Donc tout ça pour dire que sans maturité, sans compréhension véritablement de ce qu'est le produit, parce qu'il manque aussi beaucoup de littérature. Marty Kagan, je ne sais même pas si Transformed, il est sorti en français. Je l'ai lu en anglais, je ne sais pas s'il est sorti en français. Je ne pense pas qu'il soit sorti en français encore. D'ailleurs, entre parenthèses, lisez-le si vous voulez pas se perdre du temps. Je l'ai lu. Ce qui manque, c'est plus de personnes qui prennent la parole. Donc je suis hyper content, et tout à l'heure, c'était vraiment avec beaucoup de joie que j'ai vu ton bouquin, que je vais lire aussi. J'ai l'impression qu'on manque de livres, de littérature en français sur nos sujets de product management. Donc je suis très content de Mathieu Segui sur le product marketing soit en train d'écrire quelque chose. Je suis très content que Victor Billette de Villemeur soit en train d'écrire quelque chose. Voilà, il y a plein de personnes de la communauté product en France qui sont en train d'écrire des bouquins, et c'est très cool. Et en plus, ce sont des personnes qui sont dans le concret, dans la vraie vie. Marty, ils vendent la prestation de service aujourd'hui. Ils vendent du conseil. D'où Transformed. Ils ne parlent plus aux gens de produits. Transformed, c'est pas ça. Il parle aux décideurs, il parle aux CEO, il parle à ses clients. Donc si vos clients, vos contacts achètent ce livre, ils vont penser que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc arrêtons avec les livres à la mode, en fait. Voilà. Ou alors on en lit plusieurs, et pas juste un, en considérant que la vérité se trouve dans un livre. Comment on fait pour lutter contre ça ? On utilise plusieurs outils. Voilà. On utilise plusieurs choses. On s'entraîne, on pratique. Ce qui peut être bien aussi, c'est de mettre en place de la co-construction. Je pense que je ne suis pas au mauvais endroit pour dire ça. Bien au contraire. Et puis, ce que j'essaie de faire passer à chaque fois comme message, c'est ce qu'on veut, c'est atteindre des résultats. Donc débrouillez-vous sur la méthode que vous utilisez, en fait. Peu importe la méthode que vous utilisez, ce qu'on veut, sont les résultats. Bon, ça ne passe pas toujours. Dernier point, c'est un vocabulaire qui est plutôt non familier, qui n'est pas maîtrisé. C'est beaucoup lié à ce qu'il y avait écrit avant, parce qu'on a plein de termes nouveaux. Voilà. C'est comme un jargon que seuls les gens produits comprennent. Les médecins, quand ils parlent entre eux, ils utilisent un jargon. Les avocats, quand ils parlent entre eux, ils utilisent un jargon. Nous, les products, quand on parle entre nous, on utilise un jargon aussi. Donc c'est à nous de faire l'effort que ces nouveaux termes-là, ils soient compris dans un langage commun. Déjà, on a beaucoup de termes qui viennent des États-Unis, des termes anglophones. Déjà, je me rends compte même quand je parle. Mais en plus, ils ne sont pas communs avec les autres métiers. Or, dans notre rôle de product, en fait, on est là pour être une espèce... Il y a quelqu'un qui m'a dit en Arabie Saoudite, qui m'a dit, en fait, notre job, c'est d'être le Google Translate du business. Je trouve que c'est intéressant, en fait. J'aime beaucoup l'approche. Mais pas uniquement du business. En fait, on doit être capable de parler toutes les langues au sein de la boîte. Comprendre le marketing, comprendre les sales, comprendre la tech et tous les autres, la finance. Et
leur exprimer, leur expliquer facilement ce qu'on est en train de faire, ce qui va arriver, la proposition de valeur, la différenciation, etc., avec nos mots et avec leurs mots. C'est pour ça, d'ailleurs, entre parenthèses, que je milite pour que le product marketing soit au produit. Je ferme la parenthèse. Voilà, donc cette partie-là, elle est plus rapide, mais elle n'est pas moins importante. Ça fait partie de la dimension en collaboration, communication qui est hyper forte. Si on continue à parler avec notre propre langue, ce n'est pas ça qui va nous aider à débloquer les autres éléments. Donc comment on fait ? On va faire des FAQ, des FAQ. On peut mettre en place des bases de connaissances. Les simplifications des termes techniques. Alors, il y avait une product marketing dans mon équipe à une époque qui disait un truc, moi je suis vieux, qui disait on va transformer ça en moldu. Bon, mais les fans d'Harry Potter, vous avez la ref, je l'avais pas. J'ai pas lu Harry Potter. Les enfants l'ont lu, mais pas moi. Et en fait, elle a raison quand elle m'a expliqué, c'est ça en fait. C'est que les magiciens entre eux, ils se parlent, ils se comprennent, mais ceux qui sont pas magiciens, il faut bien qu'ils comprennent aussi. Donc notre rôle aussi, c'est de simplifier la technicité et donc de donner des termes qui se comprennent. Et puis, dernier point ici, c'est la surcommunication d'équipe produit. Donc ça, c'est quasiment, quand j'interviens en mission, c'est quasiment un des premiers sujets que j'aborde. C'est qu'en fait, il ne faut pas juste communiquer, en fait. Il faut surcommuniquer. Et notamment, il y a des moments qu'on doit pouvoir prendre où je pense que c'est important de dire ce qu'on va faire et de faire ce qu'on a dit. C'est ça qui construit notre crédibilité, notre légitimité. Et ça doit être régulier, ça doit être constant, il doit y avoir une fréquence. On ne doit pas pouvoir nous reprocher qu'ils ne savaient pas ce qui arrivait et qu'ils ne savaient pas en quoi ça allait apporter de la valeur. Donc surcommunication. Donc voilà, les 5 obstacles majeurs au product management en entreprise, ils sont listés ici. Quand on les voit tous ensemble, ils font mal, ils piquent. Mais je dirais, on peut y arriver par rapport aux différentes pistes que je vous ai proposées, suggérées. Donc une gouvernance corporate qui ne soit pas adaptée, des compétences qui ne sont pas disponibles, passer du project au product management, considérer que les frameworks et les méthodes sont des solutions et avoir un vocabulaire non familier, non commun. On peut travailler là-dessus, on doit travailler là-dessus, et c'est en suivant certaines des pistes, et sans doute avec d'autres pistes aussi, qu'on va y arriver. Est-ce que vous avez des questions ? La première est toujours la plus difficile. C'est ça. Alors, qui est-ce qui a levé la main en premier ? Merci pour la présentation. J'ai une question sur le 4e point, sur les frameworks et les méthodes. Est-ce que finalement, on arrivera un jour à ce qu'il n'y ait plus de framework et que finalement on finisse par s'en passer ? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est omniprésent. Tout le monde a son mot à dire sur les termes. Et est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Dans une vision à 5 ans, par exemple, 10 ans, est-ce que ce sera quelque chose qui sera toujours omniprésent ? Ouais. Alors, plusieurs éléments de réponse par rapport à ta question. Premier élément de réponse, c'est que quand on démarre dans un métier, ou pas que dans un métier, il faut partir de quelque part. Avant de pouvoir improviser au piano, il faut faire du solfège. Voilà. Moi, je ne sais pas jouer, mais je sais que si je voulais apprendre à jouer au piano, il faudrait que j'apprenne à jouer au piano. Et une fois que j'ai la maîtrise des déplacements de mes mains, là où se trouvent les notes, etc., c'est là où je peux le faire. Donc à mon avis, de la même façon pour le product management, il faut commencer par connaître les frameworks, connaître les outils, et après savoir comment tu peux les tordre, comment tu peux les adapter, à quel moment tu peux prendre lequel. Donc je pense que de ce point de vue-là, c'est hyper compliqué d'imaginer qu'on puisse s'en passer. Maintenant, l'erreur, ce serait de considérer qu'il faille les appliquer à la lettre. D'accord ? Donc il y aura toujours quelqu'un pour te proposer un nouveau framework, pour proposer quelque chose. Là où on doit être intelligent, c'est prendre le recul nécessaire pour savoir ce qu'on doit prendre et ne pas prendre. Mais je pense que c'est hyper important d'avoir, tu vois, je le disais justement là-dessus, si je remonte, je disais, c'est le premier point en fait. C'est que si tu veux avoir la maîtrise justement de savoir à quel moment tu dois utiliser quoi, etc., il faut que tu l'aies pratiqué au moins une fois ou un peu. Tu vois. Est-ce que ça répond à ta question ? Oui, tout à fait. Super. Merci Stéphane. Moi, j'ai bien aimé en tout cas l'exemple où tu disais que tu as travaillé dans une boîte où tu n'avais absolument pas accès aux utilisateurs.
Ça a l'air terrifiant, mais en même temps très excitant. Je voulais savoir, du coup, dans ce contexte-là où il n'y a pas d'accès aux utilisateurs, pas d'accès aux data, c'était quoi vos inputs? Ouais. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on passait beaucoup de temps avec les commerciaux. On les a mis, hein, les commerciaux. Enfin, pardon. Il faut faire hyper attention. J'adore travailler avec les commerciaux. Ils ont un seul gros biais, c'est qu'ils veulent que la solution qu'ils te proposent, tu l'implémentes. C'est le seul gros biais. Néanmoins, si tu arrives à leur faire comprendre que ce que tu veux, c'est comprendre le besoin de leurs clients, tu as gagné. Et donc, effectivement, comme on n'avait pas la possibilité de parler avec les utilisateurs finaux, les seuls qui leur parlaient, c'était les commerciaux. Et franchement, je ne vois pas trop comment tu peux faire. En tout cas, nous, on était dans la pharma à ce moment-là. Et donc, la puissance, tu vois, du droit, quoi. Enfin, on était vraiment sur un job, enfin, c'est de réglementé. Et donc, si on voulait, par exemple, typiquement, si on avait voulu faire une étude avec des médecins, il aurait fallu faire une déclaration dans une base publique 3 mois avant le début de l'étude. Entre-temps, tu as peut-être changé d'idée. Tu vois, c'est peut-être pas les mêmes personnes que tu vas aborder, etc. Impossible. Donc, ouais, les commerciaux. Et tu disais que c'était hyper excitant. Non, c'était pas excitant. Non, c'était une vraie peine pour nous, une vraie difficulté de ne pas pouvoir leur parler. Merci beaucoup, super sujet. Tu parles beaucoup des corporates, donc je pense que tu cites beaucoup les grosses boîtes en fait. Et je me demandais par rapport au product management tel qu'il est fait dans des startups, est-ce que du fait d'une culture plus récente, des pratiques différentes, est-ce que ça permet d'infuser la pratique du product management dans les grosses boîtes? Est-ce qu'il y a une différenciation qui est moindre ou est-ce qu'il y a un grand écart en fait? Oui, alors beaucoup des exemples que j'ai pris sont liés au corporate, évidemment. C'est plus facile pour expliquer les choses. Néanmoins, il y a des structures de plus petite taille, comme tout à l'heure je disais, la boîte de 200 personnes qui faisait 100 millions, c'est beaucoup, hein. 100 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 200 personnes, c'est beaucoup. Qui avaient des pratiques de grosses boîtes depuis le début. Donc je pense que c'est aussi lié à l'état d'esprit des dirigeants fondateurs, qui, en l'occurrence, pour cet exemple-là, n'étaient pas très product-centric, ils étaient plus en mode sales. On a trouvé un besoin sur le marché, on sait y répondre, on vend. Et donc l'équipe produit, là, elle était juste là pour faire de la fonctionnalité, pour vendre. Néanmoins, j'ai l'impression quand même que si on a des dirigeants qui sont digital native, il y a grosso modo, je pense tellement de trucs en même temps, je pensais au bon, la brute et l'autre truand, celui qui tient la pelle et celui qui creuse. Celui qui tient le fusil, celui qui creuse, toi tu creuses. Mais c'est juste pour la ref. Mais ça n'a pas de rapport du coup, pardon. Mais en tout cas, il y a deux parties. Le monde se divise en deux parties, ça commence comme ça la citation. Il y a ceux qui vont penser que pour qu'une start-up puisse avoir du succès, il faut trouver une niche et vendre. Et donc après, on va transformer, on est d'abord sales-led et on devient product-driven. Donc ça, il y en a beaucoup des comme ça. C'est pas très français, mais bon, on s'est compris. Et la deuxième qui dit, OK, mais moi, dès le début, je construis un produit, et en fait, je vais faire venir les clients sur la base de ce produit-là. Et donc là, dès l'inception, dès la naissance de la structure, évidemment, on pense produit. Et je pense qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui qui sont dans cette deuxième catégorie que c'était le cas il y a 10 ans. Néanmoins, je discutais encore avec Pierre Gobil ce matin, que vous connaissez peut-être, qui forme des entrepreneurs qui ont des projets et qui les aident à repositionner leur boîte sur ce qui est important. Proposition de valeur, culture, etc., etc. Et lui, il dit, de toute façon, le produit, en fait, ça ne sert à rien. La fonction produit ne sert à rien. Ce qui compte, c'est que tu vends quelque chose. Donc, même pour des personnes qui sont en contact avec des entrepreneurs régulièrement, il y a cette notion que ce qui compte, c'est la relation au marché. Donc, c'est pas forcément la taille de la boîte, en fait. Oui, c'est beaucoup plus présent dans les grosses boîtes. Oui, exactement, c'est l'état d'esprit, oui. Tout à fait. À tes souhaits. Alors, je reviens à la notion de langage commun. Oui. Et par rapport à ça, ma question va peut-être être politiquement incorrecte. Si c'est le cas, je m'en excuse. En même temps, juste pour expliquer un petit peu d'où je viens, moi, je suis une ancienne du marketing innovation, qui s'est reconvertie en product manager. Et assez souvent, je me pose la question, je suis ravie de parler à une personne qui a bossé aux US, je me pose la question, est-ce qu'on ne s'est pas créé en France, par exemple,
une difficulté de transposition en voulant absolument, parce que nous, on a gardé les termes anglais, donc on ne parle pas de produit, on parle de product, qui fait référence à des choses assez spécifiques pour nous, dans le jargon, etc. Maintenant, les Américains, ils n'ont pas ce problème-là. Pour eux, product, c'est product. Et quand ils veulent spécifier, c'est peut-être IT Product Manager versus Product Manager. Mais les Product Managers, on en rencontre aussi chez Procter & Gamble, Absolument. en fait, aux États-Unis. Ouais. Et les rôles, du coup, j'ai l'impression peut-être aux États-Unis, sont peut-être vus comme plus convergents, alors qu'en France, on a créé une frontière artificielle et qui semble accentuée aussi par un angle de recrutement assez propre à la France, où pour des métiers techniques, on va plutôt chercher du côté des écoles d'ingénieurs, plutôt que faire du reskilling, etc., venant d'autres métiers. Mais là aussi, du coup, est-ce que ça ne crée pas des frictions avec un manque de langage commun ? Parce qu'on va recréer cette frontière entre les ingénieurs d'un côté et les commerciaux de l'autre. Est-ce que ce n'est pas dommage ? Bon, alors il y a beaucoup de choses dans ce que... Il y a au moins 4 réponses possibles. Au moins. Totalement d'accord sur l'analyse. Et d'ailleurs, historiquement, pour ceux qui, comme moi, sont un peu vieux, quand on parlait de marketing, on parlait des 4 P du marketing. Et dans les 4 P du marketing, il y a le P de product. Oui, mais moi je suis vieux, moi. Voilà. Quand j'étais en école de commerce, c'était 4. C'était Price, Place, Promotion, Product. C'était ça. Alors le 5e, je ne sais pas ce que c'est du coup. En tout cas, dans ce qu'on nous a appris en école, dans le marketing, il y avait le produit. Price, Place, Promotion, Product. Moi j'ai ceux-là. Whatever, on va dire. Que le 5e, c'est whatever. Mais c'est un W du coup. Donc je pense que historiquement, on a été biberonné à ça. Et effectivement, l'exemple de Procter & Gamble, il est bien, Danone, Nestlé, etc. À l'époque, effectivement, un chef de produit, donc on n'appelait pas Product Manager, un chef de produit, il avait toute cette responsabilité-là. Il était responsable, en fait, de lancer son produit sur un marché. C'était aussi simple que ça. Et donc, il fallait connaître le marché, il fallait savoir à quel prix on allait le mettre, comment on allait le distribuer et quel était le produit. Que ce soit un yaourt, que ce soit une voiture, que ce soit peu importe. Le terme de Product Manager, effectivement, dans sa notion de digital, a sorti Price, Place, Promotion et s'est focalisé sur la création de quelque chose qui apporte de la valeur à l'utilisateur. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a une espèce de décalage entre la notion traditionnelle de chef de produit, et j'ai parlé il y a quelques mois avec quelqu'un qui était dans la food and beverage, justement, qui était chef de produit food and beverage, qui voulait se recycler en product management digital. Et je lui dis peut-être qu'il faut peut-être passer par quelque chose entre les deux, qui serait Product Marketing Manager. Peut-être. Je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé de ça. Peu importe. Mais en tout cas, quand on parle de Product Manager, c'est vrai qu'on a du mal à considérer aujourd'hui que c'est la même chose que le chef de produit de l'époque. Parce qu'en fait, c'est plus la même chose. Donc, long story short, oui, la question ne se pose pas aux États-Unis, parce que c'est le même terme. Il n'y a pas de séparation Product Owner, Product Manager. Ça n'existe pas. Scrum, même, n'a pas été autant poussé que ça là-bas, en vérité. Tu peux en témoigner. Quand je parlais avec mes copains, que j'étais rentré en France, et quand je parlais avec mes copains, ils me disaient Product Owner, à quoi ça sert, en fait? Puisque nous, c'est un Product Manager qui fait le job. Et après, tu as peut-être un Technical Product Manager qui va être en charge de travailler avec l'équipe de réalisation. Et il nous disait, nous, ce qui compte, c'est les jobs to be done. Donc, et notamment chez mes amis Meta, enfin Facebook à l'époque, ce qui comptait, c'était les jobs to be done. Donc, même dans notre métier, en fonction de la géographie, tu peux avoir aussi des différences de dénomination. Donc oui, c'est sûr que si on n'est pas d'accord entre nous sur ce qu'on appelle X, Y ou Z, alors c'est sûr qu'à l'extérieur, c'est pareil. Et comme en plus, et c'est très vrai, on a la volonté de se raccrocher à des choses qu'on connaît, mais forcément on plaque des dénominations sur des anciens jobs ou des anciennes responsabilités pour nous rassurer, etc. Donc ouais, c'est pas simple. Ouais. Bah, disons que la notion anglaise d'un terme porte des choses précises qu'on sait décrire. La notion française, elle porte peut-être d'autres éléments à l'intérieur. Il peut y avoir des différences un peu subtiles, et peut-être que parfois on coupe les cheveux en 4. Mais je me rappelle avoir eu un gros débat il y a 4 ans sur la notion de persona entre l'équipe produit et l'équipe marketing. Parce qu'en fait, l'équipe marketing me disait « Oui, mais nous, nos personas, en fait, sont les cibles. »
Et ben oui, mais nous, non, en fait. Oui, mais enfin, on retrouve la notion de segmentation. Mais je sais. Oui, mais c'est dans la subtilité qu'en fait, on peut discuter. Tu vois ? Bien sûr. Mais en commençant par le commun, Mhm. plutôt que d'arriver, voilà, toi, ton terme, c'est ça. Et moi, mon terme, Oui, mais c'est ça. le problème, c'est que dans ce cadre très précis, là, cet exemple que je donnais, c'est qu'en fait, eux avaient travaillé sur leur segmentation, et nous, on avait travaillé sur nos personas. Et quand on les remettait ensemble, ça ne marchait pas, ça ne matchait pas. Tu vois, la conséquence, ça peut être ça aussi. Donc il vaut mieux se parler, se mettre d'accord avant sur les termes, je suis d'accord, créer un langage commun, et après travailler sur une segmentation ou des personas communs. Oui, le silo, il est à cause de ça, ouais. D'accord. Merci. C'est un gros sujet. Hein. Et oui, et puis il y a une autre personne aussi là, qui avait levé la main tout à l'heure. Oui, pour parler de langage commun, de terrain commun, d'intérêt commun, est-ce que tu peux nous donner nous parler un petit peu des relations que tu as pu avoir avec les équipes design, si tu as pu en avoir, et est-ce que ça n'a pas été justement des alliés, parce que le même besoin de data, d'insight, d'itération, est-ce que ça a été tu as eu l'occasion en tout cas d'avoir un rapport et d'utiliser comme un levier? Dans 95% de mes fonctions Chief Product Officer, le design me rapportait. Déjà, c'est vachement plus facile. Et après, effectivement, aller chercher la valeur. Alors en plus, j'ai eu la chance de pouvoir voir l'évolution du métier de designer, qui était d'abord UI designer, et après qui est allé chercher à créer une expérience. Et j'ai vu aussi toute cette transition entre les UI designers qui se sont dit non, maintenant je voudrais faire un peu de UX, que tu as sans doute vu 1000 fois plus que moi. Et donc effectivement, dans cette posture un peu, on veut aller jusqu'au bout et faire de la user research. Là, c'est super intéressant d'avoir un binôme product manager, UX designer, parce qu'on n'avait pas de user researcher forcément, mais en tout cas, qui pouvait aller parler avec ta cible et qui pouvait, ton segment, ton personnage, je fais exprès maintenant, pour aller justement comprendre quels étaient les besoins. Donc, évidemment que les designers sont des alliés. Même plus que des alliés, en fait, c'est la même famille. C'est vrai que c'est un sujet, parce que là, je pense aux RH qui doivent s'arracher les cheveux. Enfin, ça revient à ce que tu disais. Aussi, c'est sur les métiers, parce qu'en fait, on a les mêmes compétences, mais on applique le métier différent quand même dans le design. Il est moins... Enfin, et c'est tout ce qu'on leur reproche aujourd'hui, c'est qu'on doit avoir une posture plus exploratrice, et c'est un peu différent de la discovery. Mm-hmm. Donc attention, attention, là on va aller loin. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a cette problématique des product designers. Et qu'est-ce que fait l'UX finalement alors? Parce qu'a priori, les UX designers seniors devraient être des product managers, parce qu'ils développent la vision et qu'ils savent maintenant parler au business, ils connaissent toutes les problématiques techniques. Enfin, c'est l'expérience en fait qui permet d'être product manager. Et c'est vrai que moi je me pose vraiment la question. Enfin, ça doit être une galère dans les entreprises. En fait, c'est qui fait quoi. Enfin, après il suffit de mettre une étiquette et donc je sais pas toi ce que tu vois dans toutes les boîtes. Enfin, comment on peut les aider tous ces gens? Alors déjà, sur la partie RH recrutement, je pense que tu as pointé du doigt une grosse difficulté, c'est qu'en fait, on est sur des métiers tellement spécifiques que je pense que nos amis RH sont perdus, en vrai. Et donc la différence, parfois, elle est extrêmement subtile. Et après, même si ce n'était pas subtil, il faut arriver à comprendre véritablement ce qui fait un bon profil d'un mauvais profil. Donc moi, quand je recrute, en fait, c'est un autre sujet, quand je recrute, je suis tout de suite après la personne RH qui regarde juste le fit avec la boîte. Sur la partie compétences, laisse-moi faire, en fait. Laisse-moi faire. Ça, c'est mis de côté. Et puis, le deuxième point, c'est que, et je le disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, comme il n'y a pas de formation initiale pour le métier de product manager, en réalité, tu pourrais être quelqu'un de très analytique, être très data, avoir un profil data analyst et faire un très bon PM. Tu pourrais être quelqu'un qui vient du design, qui est justement très centré expérience ou design de service et qui pourrait faire un très bon PM. En fait, notre métier, c'est ça sa richesse. C'est qu'il n'y a pas une seule couleur, en fait. Il y a plein de couleurs dans notre métier. Et d'ailleurs, ce qui est aussi très excitant quand tu es en responsabilité d'une équipe, c'est que tu vas construire une équipe avec des compétences complémentaires. En tout cas, moi, c'est ce que je cherche à faire. Donc peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va être un peu plus de sensibilité, avoir un peu plus de sensibilité à la data. Et auquel cas, tu veux quelqu'un, un PM plus data, qui va transférer sa compétence de façon latérale aux autres PM.
et quelqu'un qui vient du design, par exemple, que tu as sélectionné parce que c'est quelqu'un qui vient du design, qui va aussi donner cette ouverture d'esprit. Et au final, tu as un binôme, par exemple, si tu n'as que 2 PM, tu as un binôme avec des éléments qui sont complémentaires et qui peuvent s'enrichir mutuellement. Donc la construction de l'équipe aussi, c'est important. Et tu veux absolument éviter d'avoir des clones qui ont tous fait la même école, la même formation, qui sont passés par les mêmes boîtes, etc. Ça, il faut éviter, ça ne marche pas dans les équipes. Donc, ouais, c'est presque de la magie, en fait, d'arriver à créer une équipe produit qui soit complémentaire et qui arrive à bien fonctionner ensemble. On va prendre peut-être une dernière question avant de continuer les échanges à côté. Oui. Bonsoir. Merci beaucoup pour la keynote. C'est très, très intéressant. Et du coup, je reviens sur ce que vous avez mentionné presque à la fin, c'était la surcommunication. Donc moi, personnellement, je suis très, très, très d'accord avec ça. Moi, je viens de faire une reconversion après une MBA, donc de sales, il y a 4-5 mois sur un projet. Donc nous travaillons sur un soft qui est un peu dans la branche, un peu spécifique dans la loi. Donc du coup, j'imagine que c'était pas facile non plus de trouver quelqu'un qui connaît un peu tout, enfin le métier de product, la tech et le métier du droit. Et quand je suis arrivée sur le projet, il est déjà pris du retard. Et donc c'est très délicat de communiquer dans ce cas-là des mauvaises nouvelles, mais tout en gardant la clarté et la transparence. Donc bien sûr, je viens du sales, donc je ne veux pas décevoir mes collègues, je leur donne des informations. Ils sont très, très appréciés. Mais en même temps, je pense que aussi, parce que l'équipe est nouveau, ça peut créer des inquiétudes dans la boîte pour la délivrance. Du coup, peut-être ça peut tomber sur moi en disant est-ce que c'est justement, voilà, manque d'expérience qui fait que ça cumule encore plus. Donc j'aimerais savoir comment on équilibre cette vouloir de donner de clarté et qui est tellement positif parce que mon manager, il est le contraire, donc il essaie d'assurer. Petite balle perdue. Jusqu'à faire 80% de, voilà, que c'est sûr et c'est là parce que je comprends aussi, hein, les gens, candidats qui commencent à connaître un petit peu, ils essaient de donner leurs avis. Donc, du coup, c'est très compliqué de continuer. Ouais. Voilà, donc trouver l'équilibre dans tout Ouais. Alors, j'ai une position très radicale sur le sujet, qu'en fait, il ne faut rien cacher. Et tout à l'heure, je vous disais, il ne faut pas croire les frameworks comme des solutions. Bah, j'ai créé mon propre framework de recrutement de product manager qui s'appelle Champion. Et dans Champion, il y a Curiosity, Humility, Agility, Metrics-Driven, Team Player, Integrity, Openness, Nimbleness. Et le I de Integrity, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un problème, il faut en parler. C'est, bon, entre autres. Et l'exemple que je prends toujours, c'est dans une boîte dont je tairai le nom. Nous avions, dans mon équipe, un projet dont la date avait été fixée par la top direction pour un client majeur. On avait une date de delivery. Le PO vient me voir, je n'avais pas encore fait ma conviction, 2018, vient me voir en me disant, 3 semaines avant, on ne va pas y arriver. On ne va pas arriver à tenir la deadline. Qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, bah, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, comment tu ferais les choses? Et il me dit, on ne dit rien. Et au dernier moment, on ira voir le client, on ira voir la direction, puis on dira, désolé, c'est comme ça. Je lui ai dit, il n'y en est pas question. C'est pas possible. Quel est l'avantage à faire ça, en fait? Et donc, on a travaillé sur la bonne approche, selon moi, qui était au contraire d'être proactif dans le fait de montrer les problèmes, de travailler avec la direction et d'aller voir le client en disant, bon, on s'est raté, voilà, c'est notre faute, on se bat, etc. Pas de problème. Si vous voulez qu'on respecte la deadline, voilà les options. Si vous voulez qu'on respecte le périmètre, ça va être décalé un peu. Qu'est-ce qu'on fait? Et on décide ensemble. Bon, eh ben, évidemment, ça a marché. Le client, il n'a pas été content pendant 20 secondes, en vrai. Et au contraire, ça a rapproché, ça a créé de la confiance. Si on avait fait exactement le contraire, et si on avait fait ce que m'avait dit le PO,
la confiance elle aurait été perdue. Et d'ailleurs, c'est marrant, je viens juste d'y penser 6 ans plus tard. C'est exactement ce qu'il avait fait précédemment pour un client, en plus, japonais, pour lequel les deadlines, ça se respecte, quoi. Et en plus, ils avaient prévu 4 semaines. Je viens juste d'y penser, je n'avais même pas pensé avant. Je rajouterai ça dans mes prochaines formations. C'est qu'ils avaient prévu la QA, et que la QA, ça faisait déjà 1 semaine de retard, et qu'ils se demandaient pourquoi ça n'arrivait pas, parce qu'on savait qu'on avait du retard. Donc la relation après avec l'équipe japonaise, il fallait ramer, quoi, pour établir le truc. Alors qu'on aurait pu leur dire, tout simplement. Donc pour moi, quand je parle de surcommunication, c'est aussi dans la transparence et dans le respect des valeurs. C'est OK de dire qu'on n'est pas bon. C'est OK de dire qu'on va avoir un retard, qu'on a un problème. C'est OK. C'est beaucoup plus facile que de se planter et de dire « Ah bah, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'équipe de delivery. C'est le Scrum Master, il n'a pas bien fait son boulot. » Ou c'est, voilà, enfin, on va trouver des gens sur lesquels se reposer. Non, on a une équipe en fait. Donc moi je dirais, de façon extrêmement radicale, il ne faut rien cacher. Rien. Et c'est comme ça que tu crées la confiance en plus. J'ai un défaut majeur, c'est que je donne ma confiance par défaut, justement. C'est-à-dire que si je travaille avec des gens, je considère qu'on est à 100% de confiance et qu'après, ça ne peut que descendre. Bon, il y a des gens qui ne travaillent pas comme ça, qui sont à 0 et qui montent. Et donc, je considère qu'ayant ce gros défaut-là, c'est moi qui vais être déçu. Okay. En revanche, chez les autres, j'ai besoin de construire la confiance, j'ai besoin de construire leur confiance en moi. Donc, en étant transparent, en étant honnête, en délivrant de la valeur, etc. C'est comme ça que la confiance doit se travailler. Merci beaucoup. Toute présentation se termine par un ROTI, forcément, Return on Time Invested. J'ai trouvé cette image, j'avais déjà écrit ROTI, donc je l'ai mise. Je ne sais pas quel est le rapport entre ROTI et la personne, je ne sais pas, mais l'image me paraissait sympathique, donc c'est peut-être une pub pour des lunettes, une écharpe, un manteau en cuir, je ne sais pas. Donc vous connaissez le système du ROTI, je vais vous demander, je vais compter jusqu'à 3, vous allez lever la main pour dire quel est le retour, ce que vous avez retiré de ça, de 1 à 5, 1 étant la plus mauvaise note, 5 étant la meilleure. Vous avez compris ? Vous avez compris. 1, 2, 3. Ok, merci. Alors, 1. Pourquoi 1 ? Moi ? Oui. Je suis ravie de l'ouverture de ce talk, en fait. Parce que la question que j'ai posée, j'ai jamais pu la poser avant. Donc 1, on est d'accord que c'est la plus mauvaise note, hein, sur 5. D'accord. Bah non, en fait. Parce que le 1, j'étais pas prêt, donc je voulais comprendre. Donc c'est juste un problème de compréhension d'un système de notation. C'est le langage commun. Toi, tu as mis 3. Pourquoi 3 ? Parce que pour moi, ça va se transformer en 4 ou 5 après. C'est-à-dire que t'inclus l'apéro. 3 maintenant et peut-être en fin de soirée plus. Ça va dépendre de l'heure. Eh oui. Il faut toujours finir par un QR code. Ouais, et on finit du coup de ce côté sur une petite promotion, mais donc le 14 mai prochain, juste un petit mot pour dire que un prochain meet-up est déjà en ligne, si vous voulez jeter un œil. Designing the User Experience of AI Products, donc le mot-clé est lâché. Ce sera donc dans un bar, un espace réservé par Pendo. Voilà, donc ce sera l'occasion d'échanger et de rencontrer Jenna. Si ça Et alors, fait. PhD in AI, faut y aller. Hein. Là, ça va envoyer, je pense. Hein. Ah, va falloir venir très nombreux. Oui. Là, on ne va pas parler de ChatGPT. Là. Super. Merci à tous. Donc, Merci beaucoup. Je te propose de passer.